question. Et juste avant de commencer, nous avons la participation au niveau mondial. Nous avons des personnes du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Alors, je suis ravie de vous voir. Et puis, on a bien commencé. Alors, bienvenue à la 6e journée canadienne de défense des langues. Je m'appelle Craig Carter Edwards et je vais animer le panel intitulé L'accès linguistique en tant que droit civil et défense des droits à travers l'Amérique du Nord. C'est un plaisir d'être de retour. Alors, je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, la coalition des langues a été fondée en 2021. C'est pour l'accès linguistique au Canada et je suis ravie de voir les gains qui a fait cette coalition. Alors, quelques points administratifs. Pour ceux qui regardent en ligne, une interprétation simultanée en français est disponible pendant toute la durée de la session. Pour l'activer, veuillez vous rendre en bas de votre écran Zoom où il est intitulé Interprétation et vous pouvez basculer entre la langue de présentation et la langue d'interprétation. Vous pouvez taper vos messages dans les deux langues. Et tout d'abord, nous souhaitons honorer la présence des participants. Nous avons les territoires traditionnels sur lesquels nous nous trouvons, notamment les Mississauga, des Crédits, les Anishinaabe, les Chippewa et les Haudenosaunee. Donc, nous voudrions reconnaître les meilleures pratiques pour refléter la diversité linguistique ici au Canada et dans le monde entier. Alors, je voudrais reconnaître que ces initiatives sur les territoires traditionnels sont ici pour aller de l'avant. Et puis, grâce aux Premières Nations, Inuit et Métis, nous reconnaissons également où nous nous trouvons. La coalition a commencé avec quelque chose d'important. Nous sommes chaque fois mieux quand chaque personne peut participer dans la société civile et participer dans les discours. L'objectif, c'est de créer tous les droits avec une mission pour sensibiliser la présence des importances des langues officielles, l'anglais et français, mais comme j'ai déjà mentionné d'autres langues ici, parce que les langues sont les choses qui peuvent nous rassembler. Alors, c'est grâce aux langues et que nous pouvons travailler ensemble. Alors, si vous désirez en savoir de plus, vous pouvez vous informer sur la Coalition pour l'accès linguistique pour Canada par le biais du web dans la boîte à clavardage. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est nous avons l'accent mis sur l'accès linguistique en tant que droit civil et la défense des droits à travers l'Amérique du Nord. Dans un climat polarisé qui favorise la simplification excessive, les conversations de ce type sont essentielles car elles créent un espace pour la nuance et le dialogue sur l'équité, la politique et le pouvoir. Avant de présenter nos panélistes, nous tenons à remercier notre principal commanditaire, MCIS Language Solutions, pour sa vision et son engagement sans faille en faveur de cette cause au cours de 6 dernières années. Je voudrais remercier les leaders. C'est grâce à leur dédication et leur engagement que nous pouvons célébrer les succès. Ceci dit, la journée de l'accès linguistique
a été proclamé officiellement par la ville de Toronto, Hamilton, Ottawa. Et ça, c'était le résultat beaucoup de bon travail et la défense par plusieurs partenaires. Je voudrais mentionner quelques-uns, y compris Réfugiés Ottawa 613, le Ottawa Newcomer Health Center, Ottawa Language Access, Abrar Trauma and Mental Health Services, Access Alliance, Multi-Languages Corporation, le Collège Glendon, l'Université York, les partenariats locaux d'immigration, l'Université Moncton, les programmes de traduction et d'autres. Alors, si vous avez travaillé dans ce nombre de présentations, il y a plusieurs choses qui se passent en coulisses pour organiser ceci. Surtout les héros méconnus de nombreuses conférences, les professionnels des langues. Aujourd'hui, nous avons parmi nous les interprètes français de MCAS, Francis et Eugène, les interprètes en langue des signes américaines ASL, Christina et Pamela, et l'interprète en langue des signes québécois LSQ Rasvan. Si vous utilisez les réseaux sociaux pour partager vos expériences ici aujourd'hui, veuillez utiliser les hashtags LAD, LAD26, Language Rights et No Language Left Behind. Alors, nous allons entamer la discussion. Alors, originalement, quand on a parlé ce à quoi nous voudrions aborder, j'ai commencé à penser sur Bad Bunny. Si vous avez vu le programme de Bad Bunny, c'est une célébration de diversité. Au sein de l'histoire, il y avait les personnes des différentes parties du monde et c'était applaudi par plusieurs, mais pas tout le monde. Ils ont indiqué que c'était pas américaine, même s'il y a à peu près 40 millions des Américains qui parlent l'espagnol. Alors, ça présentait une instantanée de où nous en sommes avec notre polarité mondiale. Mais peut-être vous pouvez entendre une chanson K-pop ou une drama, une coréen, sans savoir exactement ce qui a été dit originalement. Mais en même temps, cet moment marqué par la montée du nationalisme, la réduction des coûts et le rôle incertain de la technologie dans l'amélioration de l'accès aux langues ou la réduction des contacts humains. Nous avons aujourd'hui la possibilité de poser des questions. Est-ce que nous sommes chaque fois plus divisés? Avec tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne voie pour aller de l'avant? Donc, pour parler là-dessus, nous avons aujourd'hui un excellent panel pour approfondir toutes ces questions. Mais je vais vous présenter ces membres qui nous expliqueront brièvement leur rôle dans le domaine de l'éducation linguistique et de l'accès aux langues. Je vais commencer avec Amanda Siebel, directrice exécutive de NCLIS, le Comité national conjoint pour les langues. Moi, je suis ravie d'être ici avec votre planification pour le premier événement. Ça, c'est modélé par le travail qui fait le comité NCLIS. Notre organisation est une organisation sans but lucratif qui représente les professionnels des langues à l'échelle des États-Unis. Nous travaillons pour aller de l'avant avec la politique concernant les langues, avec le rôle de défense à l'échelle du pays et dans les différents États. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pendant plus de 46 ans,
Nous faisons les journées de défense des langues pour s'assurer que les politiciens comprennent l'importance de l'éducation des langues et le multiculturalisme. Et nous allons de l'avant avec les politiques pour établir une infrastructure qui reconnaît les langues comme un impératif important concernant l'économie, la sécurité nationale et quelque chose qui est protégé en tant que droit civil aux États-Unis. Bien sûr, nous sommes confrontés toujours par les défis, mais ça, c'est une grande partie de ce que nous faisons. Et mon travail depuis 20 ans, additionnellement de travailler comme défenseur, c'est de travailler sur le terrain en développant les programmes des langues dans les différentes écoles. Je travaille avec les enseignants et je fais la promotion de multilinguisme à l'échelle du pays parce qu'on ne le voit pas toujours dans notre système d'éducation. Donc, merci pour m'avoir invité. Donc, quand on pense sur la bonne façon d'aller de l'avant avec le gouvernement. Vous êtes toujours une inspiration. Prochainement, nous avons Catherine Allen. C'est une personne formidable dans plusieurs secteurs. Elle est la directrice de l'apprentissage des langues avec Boost Lingo. Merci de m'avoir invité. J'aime le panel transfrontalier que nous avons ici aujourd'hui. Alors, pour parler de la compréhension des formeurs des politiques où nous en sommes, je voudrais encadrer les choses parmi ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, l'accès linguistique se trouve intégré dans la droit dans la droit civil. Alors, nous avons eu plusieurs loi qui donne un accès significatif. Ça veut dire que vous avez l'accès équivalent à quelqu'un qui ne parle même pas la langue anglaise, qui est la langue prédominante aux États-Unis. Donc, nous avons intégré ce concept dans plusieurs domaines services. Ici, vous êtes une entité qui reçoit le financement même si ça passe par les villes, les États, si vous recevez ce financement euh, du gouvernement fédéral, ça s'applique partout, dans tous les différents types de services. Alors, au fil des années, nous avons une compréhension de ce qui doit être une politique en accès linguistique. Donc, nous travaillons avec les hôpitaux dans le domaine de l'éducation. Parfois, vous êtes tellement en avant, parfois, vous êtes un peu euh, euh, en retard avec ça, mais la chose plus importante, c'est que malgré toutes les perturbations dans les politiques du gouvernement des États-Unis en ce moment pour de faire la conformité aux lois, les lois même existent toujours. Les lois ne n'étaient pas n'était pas renversé. Donc, il faut soutenir l'accès linguistique, même si c'était difficile aux États-Unis. Il y a 45 États avec les lois concernant l'accès aux langues. Il y a les endroits comme à Washington, D.C., New York ou San Francisco où il y a les efforts principaux et nous avons une commission conjointe. Tous les hôpitaux veulent recevoir leur accréditation, donc ils ont renforcé leur supervision concernant les droits. Alors, nous avons un bon modèle pour intégrer l'accès aux langues au sein des droits civils et on a passé du temps pour que ça se passe au niveau réel. Nous avons la compréhension au niveau de l'État
Un peu au niveau fédéral, mais sur le terrain, les personnes comprennent que vous ne pouvez pas communiquer avec vos communautés si ça ne fonctionne pas. Nous savons quelles sont les pratiques exemplaires. Il ne faut pas débarrasser de ces éléments. Il faut aller de l'avant et nous espérons le faire avec la prochaine administration. Dans la boîte de clavardage, je vois que Denise a fait un commentaire. Elle a dit que l'Amérique du Nord consiste aux trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais c'est un continent tellement élargi. Et pour les personnes qui parlent espagnol, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Pardon, je pense à- aux États-Unis et au Canada pendant cette présentation, alors je présente mes excuses. Alors, Catherine, ceci dit, comment nous pouvons engager les personnes dans les pratiques exemplaires? Et maintenant, nous avons Nazanin Azari, la directrice des opérations avec Nations Translation Group. Nazanin, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis honorée d'être ici avec vous tous. Alors, je suis la directrice des opérations avec plus de 12 ans de expérience avec les produits multilingues. J'ai travaillé sur la capacité d'accès linguistique pour s'assurer que c'est intégré dans la stratégie et dans la conception pour le développement international. Aujourd'hui, je me concentre pour les solutions basées sur l'IA pour renforcer à, à l'accessibilité. Alors, pendant ce discours, je vais souligner que l'accès linguistique est un droit civil. Et en plus, les politiques qui se trouvent dans un cahier ne protègent personne. Ce qui compte, c'est un travail sans obstacle, une politique sans obstacle. Alors, je ne suis pas sûre, mais peut-être c'est Céline. Pourriez-vous juste indiquer qui vous êtes pour que les gens puissent savoir qui vous êtes? Bonjour. Alors, hmm, je voudrais répondre à vous dans le chat, mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas en mesure de le faire. Mais plus que nous avons des options dans les différentes langues, plus ça m'intéresse. Mais maintenant, on va entrer dans le vif parce que l'idée, c'est que on va faire une discussion. Nous voudrions savoir où cette discussion nous amène. Alors, pour commencer, on va parler avec le panel. Vous travaillez dans ce domaine depuis un certain temps déjà dans les sociétés canadiennes, américaines, avec les décideurs politiques. Catherine a déjà touché ceci, mais où est-ce que nous en sommes en tant que société? Est-ce que nous comprenons les besoins linguistiques, l'accès éducationnel? Donnez-moi juste une idée de où nous en sommes. Je voudrais commencer avec vous, Amanda. Nous sommes dans un processus en évolution, je parle concernant l'éducation en langue, l'accès. Étant donné comment les choses se déroulent dans les établissements médicaux et dans les écoles, il y a les choses qui se passent, mais en ce moment, il y a les blocs, les choses qui bloquent ces mécanismes et ça nous affecte en tant que droit civil. Mais quand les étudiants ressentent que leurs langues sont valorisées, ils peuvent s'épanouir. Et les langues sont essentielles. Il faut réduire les enjeux concernant et l'équité. Je me sens très fort, c'est que les décideurs politiques aux différents paliers doivent comprendre euh, ce qui est plus essentiel. Et ça, c'est de encourager les défenseurs de partager leurs espoirs, expliquer ce qui se passe.
Faites un suivi de ce qui se passe à cause des politiques et pratiques aux différents paliers du gouvernement en prenant ce que Catherine a dit. Quelque chose sous-jacent de la loi fédérale et voir comment ça se traduit en stabilité de financement. Alors, où nous en sommes maintenant? Nous faisons la collecte d'informations, la collecte de données au niveau quantitatif et qualitatif et nous formons nos défenseurs de parler avec leurs législateurs pour qu'ils puissent comprendre en mettant de l'avant les différentes perspectives qui pour prendre de l'action où ils peuvent avoir un impact. Alors, nous voudrions aller de l'avant à un taux qui est maintenant est un financement à un certain niveau et aussi pour protéger le financement au niveau local. Je voudrais dire, malgré les lois de droit civil qui protègent les droits à l'accès linguistique, l'éducation. euh, l- L'éducation linguistique n'est pas un droit, surtout pour les apprenants de la langue anglaise. Ils doivent le recevoir, mais actuellement, ils sont souffrent à cause des politiques qui se passent, où nous voyons les changements de financement qui se passent. Et c'est inquiétant. Mais nous croyons que tous les étudiants doivent avoir le droit fondamental à l'éducation aux États-Unis. Et c'est comme ça que nous pouvons soutenir nos apprenants multilingues aussi. Je voudrais sauter à Nazanin après ça, parce que l'impact humain est tellement important. Comment raconter les histoires pour dynamiser l'action qui doivent prendre les législateurs? Nazanin, vous avez raconté plusieurs histoires, plusieurs récits, mais comment collecter les bonnes histoires pour aller de l'avant concernant les perspectives des personnes, pour être dynamisé, pour changer la législation? Pour s'assurer que ce qui se trouve là est pratiqué et mis en pratique. Oui, nous comprenons l'accès linguistique au niveau conceptuel et la journée de défense des langues est importante, mais nous ne le comprenons pas au niveau opérationnel. La réalité, c'est ça. L'accès linguistique est une infrastructure, c'est pas juste la traduction. Ça affecte la sécurité, la conformité, la gestion de risque et la confiance du public. Quand il y a un échec, l'échec est là, peut-être en voix haute, mais les conséquences vont être en voix haute. Alors, je vois un écart avec il y a plusieurs institutions qui pensent qu'ils sont en train de se conformer parce qu'ils ont une politique. Ça se trouve juste dans un dossier quelque part. Mais c'est beaucoup plus que ça. Basé sur mes expériences, je voudrais parler d'un cas de violence domestique. Vous pouvez penser à une survivante qui a un accès aux services de police. Les, les services linguistiques sont disponible. Mais si c'est pas présenté à la personne qui a besoin de ça, ou s'il y a un retard, la survivante peut être tout à fait désengagée. Il y avait un accident, mais en pratique, la sécurité de cette personne, de la survivante, dépendait de l'accès linguistique. C'est pas une erreur de traduction. Quand il y a un échec, cette personne va retourner à un environnement insécuritaire. Alors, je me rappelle de quelques histoires. Je me rappelle dans le domaine soins de santé quand les médecins d'urgence, euh, ils ont dû aller quelque part parce qu'ils parlent l'autre langue. Et puis, où il y a les enfants qui ont été forcés à faire les diagnostics, à traduire les diagnostics à leurs parents. Mais tout d'abord, Catherine, à vous la parole. Je voudrais savoir, nous avons les normes universelles en matière de linguistique, formation, accès aux services. Qu'est-ce qui manque? Je pense que la défense
linguistique est tellement important, mais pour traduire les politiques en vie, ça, c'est un effort continu. Il faut toujours éduquer chaque génération de politiciens, chaque génération des interprètes, des fournisseurs de services, de tout le monde au sein des hôpitaux. Ça a été toujours un défi. Avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est affreux parce que beaucoup d'accès linguistique a été réduit, surtout du côté de l'éducation, dans les tribunaux, où le gouvernement a pu faire des coupures. Ils l'ont fait. Il y a plusieurs personnes qui essaient de préserver ce qu'ils ont eu. Alors, comme Nazanin a dit, il faut continuer. Avec chaque génération, on ne peut pas juste enrober les choses. Ce que je vois aux États-Unis, au moins en ce moment, la crise a entraîné beaucoup de nouvelles collaborations, la création de nouveaux groupes. Nous avons un nouveau groupe qui s'appelle la Coalition nationale d'accès linguistique. Il y a les personnes à l'échelle des États-Unis qui prêtent attention. Il y a les associations qui font davantage de défense. Alors, euh, quand on voit la visibilité avec les décideurs politiques, il faut aller aux législateurs, il faut parler avec eux, il faut réintroduire ces choses et il faut donner les outils sur le terrain avec tout le monde qui lutte pour avoir un accès linguistique avec les formateurs dans le domaine d'éducation, mais un peu partout. Il faut le dire, parce que les choses marchent. Et à un moment donné, elles ne marchent plus. Et quand elles ne marchent plus, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la bonne volonté, les choses qui sont créées, mais qui ne sont pas véhiculées. Donc, l'information en mandat, je voudrais que vous attardiez là-dessus. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de bruit, et parfois il y a des voix euh, euh, contre la diversité qui peuvent être plus fortes et submerger d'autres voix. Et un mandat, je sais que vous avez fait beaucoup de travail là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre engagement, la façon dont vos gens engagent avec les politiciens et comment le paysage change? Merci. Je vais juste vous dire que euh, aux États-Unis actuellement, l'accès linguistique est très ciblé maintenant aux États-Unis du fait des politiques avancées par le gouvernement fédéral. Il y a l'anti-DEI, dont certaines expressions qui sont utilisées dans les subventions, dans les politiques scolaires. Le mot bilinguisme a été cerné, identifié comme un problème, vous voyez. Donc, pour ce qui est du multiculturalisme, ce sont des défis pour nous. L'accès à la langue, à l'enseignement linguistique est en danger. Il y a également l'éducation dans l'ensemble aux États-Unis. Vous voyez, il y a eu des ajustements qui peuvent être qualifiés de traumatiques, dont le département de l'éducation, l'orientation, les expertises qui sont requises, les orientations par rapport à nos lois et à nos droits civils. Et il y a également le problème de l'immigration ici aux États-Unis, au vu de ce qui se passe avec le Homeland Security et les actions qui sont en train d'être menées, ce qui fait que c'est vraiment un défi pour ce qui est de l'apprentissage des langues. Donc, donc on travaille en coalition, comme l'a dit Catherine. Nous savons que maintenant, si on se joint à la conversation avec d'autres groupes, avec d'autres organismes éducatifs, d'autres entités communautaires, voilà, on pourrait s'en sortir. Donc, parce que voilà, l'éducation linguistique ne reçoit pas assez de financement aux États-Unis. Nous sommes vraiment impactés par ce qui se passe actuellement au niveau fédéral. Donc, cette partie, petite partie de l'éducation de langue aux États-Unis s'en trouve vraiment impactée aux États-Unis actuellement. Nous travaillons également
avec les coalitions, nous créons des messages, nous nous joignons à d'autres messages que créent d'autres entités et nous essayons que nos voix soient écoutées dans ces conversations lorsqu'il y a, pour faire en sorte que lorsqu'il y a des actions qui sont menées, qu'on puisse euh, qu'on puisse avoir beaucoup de gens derrière nous. Par exemple, si nous voulons parler aux membres du Congrès, qu'on ait beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. Donc, on travaille avec, avec nos caucus, les membres de nos caucus. Nous avons donc un caucus au Congrès qui est vraiment bipartisan et on travaille avec eux. On travaille avec les membres du Congrès c'est pour cela, bon, l'été dernier, nous avons travaillé avec eux pour avoir les fonds du titre 3 débloqués qui avaient été, voilà, ces fonds-là, on ne voulait pas les débloquer au début, donc on essaye de construire des états de groupes, hein, de plaidoyer, de groupes. On essaye d'accroître les pièces d'information et les partager avec les législateurs au niveau fédéral et localement, prendre des pratiques exemplaires, des innovations que nous voyons au niveau de l'enseignement secondaire et même de l'enseignement maternel. Donc, nous voulons être la pièce centrale de ce réseau qui nous permet vraiment de renforcer notre portée, travailler avec tout le monde qui peut vraiment faire avancer notre impact, parler la langue que les législateurs veulent entendre. Et parfois, c'est pour nous, c'est un défi. Nous savons que la langue, la formation linguistique est très importante pour ce qui est de nos identités, nos cultures. Donc, nous devons continuer à parler aux gens. Nous devons parler en des termes qui permettent qu'on nous écoute. Donc, le plaidoyer doit se poursuivre. Donc, nous devons parler de la politique économique, internationale, également de la sécurité nationale et mettre la langue dans ces cadres-là. Et c'est ce que nous encourageons nos défenseurs militants à faire. C'est génial. Il y a également des conversations en ligne qui parlent de l'invasion de l'Europe et les frontières européennes qui doivent être resserrées. C'est ce que les Grecs disaient aux Italiens. Donc, la langue que nous voulons défendre, c'est vraiment, l'anglais, c'est vraiment un foutu de beaucoup de langues, beaucoup d'idées différentes. Voilà. Pour ce qui est des États-Unis, et 15% de lauréats des prix Nobel aux États-Unis sont des étrangers. Donc, la diversité est très importante. Lorsqu'on parle de politique, on parle de langue. Comment prendre les anti, les pour et les contre et essayer de tisser une histoire, pas seulement une histoire économique, mais une histoire personnelle qui les amène à bien comprendre le message que nous voulons véhiculer. Zanine, ce que vous faites rentre dans ce cadre-là. Donc, donc parlez-moi des histoires que vous recueillez. Quelles sont les meilleures pratiques lorsqu'il s'agit des histoires humaines, dont l'impact de ces histoires-là sur les décideurs? Comment les influencer? Ce que nous pouvons faire, c'est pour s'assurer que les politiques soient pratiques. Il faut d'abord commencer par bâtir la confiance publique et faire en sorte que les droits humains soient transactionnels. Nous devons avoir les données et également les analyses pour vraiment montrer l'efficacité de ce que nous faisons parce que les politiques, les décideurs supposent souvent que si un service existe, les gens forcément vont les utiliser. Mais s'il y a l'accès sans conscience, c'est vraiment, ça va être juste symbolique. En santé, par exemple, dans le domaine de la santé, je vois des services qui existent, mais il y a le personnel de première ligne peut ne vraiment pas offrir ces services et les usagers ne pourraient ne pas vraiment savoir quel service accéder, à quel service accéder. Voilà. Donc, ils vont amener, par exemple, les membres de la famille à interpréter pour eux. Dans des écoles, je vois des programmes qui existent, mais des nouveaux arrivants
ne sont pas informés de l'existence de ces programmes dans leur langue et même de l'efficacité de la raison pour lesquelles ces programmes sont importants. Et voilà. Et en situation de crise, comme on l'a vu avec la COVID, si la communication n'est pas ne bâtit pas la confiance avec les institutions, si les individus ne reçoivent pas les informations en temps opportun, voilà, ils vont se tourner vers des réseaux informels et voilà, la confiance va s'en trouver brisée. Donc, il ne s'agit pas juste de question de financement ou alors de disposer de politiques. La lacune porte également sur la sensibilisation, la construction de confiance, hein, le renforcement de la confiance. Et j'ai l'impression qu'il faut également que les décideurs ont vraiment besoin d'avoir des données pour voir l'efficacité de politique et de voir et comment ces politiques-là permettent également de mener des activités de sensibilisation. Je crois que c'est très fascinant ce que vous dites. Donc, si on, donc, si on construit, ils vont venir et c'est le job du gouvernement, c'est de bâtir et les gens vont venir. Mais il y a vraiment cette partie de vente, de publicité, de présenter, comment créer un espace sensibilisé aux services. Voilà. Si on a un enseignant qui a 30 élèves, comment trouver vraiment le bon équilibre pour intégrer les accès, ce que nous faisons comme travail. Donc, c'est là le défi. Comment, en tant que fournisseur de services, trouver les bons moyens et il y a également l'utilisation de l'IA et de nouveaux outils qui peuvent aider. Et mais il faut comprendre comment les utiliser. Et il faut également parler aux gens et pour voir ce qui les intéresse. Si on ne le fait pas, on va accentuer le fossé qui existe entre ces gens. Et donc, la technologie, comment est-ce qu'elle peut nous aider à créer des avenues d'engagement et comment y arriver, comment renforcer cela à l'avenir. Je pense que nous l'avons évoqué précédemment. L'une des meilleures façons de le faire, et à cette époque de l'IA, c'est que les services sociaux, éducationnels, donc éducatifs, légaux, ce sont des missions essentielles. Et pour mener à bien ces missions, il y a une façon de le faire. Il faut toujours parler et défendre l'accès aux langues et à l'éducation linguistique. Ça, donc, ce sont des services qui doivent être fournis. Ça doit faire partie de ce que nous fournissons. Les hôpitaux doivent disposer des protocoles de risque d'infection en place. Et ça ne pourrait pas donc, c'est l'une des façons de le faire, donc de continuer à éduquer, donc d'obtenir l'adhésion du public à l'idée que ces services-là sont nécessaires, c'est que c'est pas une faveur et que ça fait partie du travail que nous devons faire. Et je crois que c'est l'une des façons par laquelle nous pouvons aborder l'IA, parce que voilà, tout le bavardage autour de cela, c'est c'est exactement la même chose. On va dire que oui, c'est c'est- c'est- c'est facile, c'est 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 moins cher, ça coûte moins cher. Mais c'est une nouvelle technologie et c'est une technologie qui va créer une rupture, une transformation. Donc, il faut éduquer, faut parler de cela. C'est une nouvelle technologie. Il faut faire le suivi, il faut faire le pilotage. Il y a des lois qui vont venir après. Donc, il faut vraiment commencer maintenant à nous réguler. Il faut commencer des évaluations des évaluations de besoins dans nos propres services pour savoir où on devrait les utiliser. On doit les piloter, regarder nos ressources organisationnelles pour voir ce que nous devons faire bien au-delà de nos contrats. Je crois que l'IA va tout transformer. Et comme la technologie mobile l'avait fait, nous l'avons survécu. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas comment s'y prendre. Nous pouvons le faire. Nous avons amené beaucoup de technologies
réalité virtuelle et tout. Donc, nous, l'IA sera là. Il faut juste prendre du recul, faire une évaluation de besoin, faire le pilotage, nous demander où ces outils peuvent être utilisés à bon escient et là où on ne peut pas les utiliser. Voilà. Est-ce que je peux aborder dans ce sens? Je pense que lorsque je travaille avec les enseignants et des programmes à l'échelle du pays, surtout des programmes linguistiques, les enseignants euh, composent avec l'utilisation de la technologie pendant très longtemps maintenant. Il s'agit de l'équilibre qu'il faut. Donc, il faut utiliser la technologie comme un outil d'assistance. Et penser à où et quand et comment à utiliser cette technologie. Ce que je dis aux enseignants, ne pas juste utiliser la technologie amusant dans votre salle de classe juste parce que vous voulez l'utiliser. Il faut avoir un objectif. Il faut penser à l'impact. Et c'est la même chose pour ce qui est des langues et de l'éducation linguistique. La langue, on pense à la communication. Tout ce qui n'est pas humain déshumanise le concept de communication. C'est très important ici. Alors, nous devons penser à cela en termes d'assistance, pas en termes de remplacement. Cette connexion humaine et civile, donc, la connexion civile qui fait référence aux gens, vraiment, c'est ce que je dis aux enseignants. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui peut vous aider. Donc, vous avez quelqu'un, une technologie qui peut vous porter main forte à tout moment. Donc, c'est comme cela qu'il faut aller trouver ce soutien-là. Euh, cela vaut également pour ce qui est de l'éducation linguistique. Comment comment utiliser la technologie comme outil d'assistance et ne pas perdre de vue cette connexion humaine. Il y a également beaucoup de conversations dans le clavardage. Si quelqu'un a d'autres commentaires, sentez-vous libre de le faire dans n'importe quelle langue dans la boîte de clavardage. Et, bon, il y a quelqu'un qui a parlé de l'interprétation linguistique dans les milieux médicaux et dans les hôpitaux. Et je travaille au gouvernement et puis j'ai travaillé également dans le secteur public et le secteur privé. On peut faire beaucoup, beaucoup de formations, et beaucoup d'ateliers. Donc, il ne s'agit pas de cocher des cases, n'est-ce pas? Et c'est cela le problème. Nous nous concentrons sur la technologie et les mécanismes de mise en œuvre, mais il y a également la compréhension de pourquoi qui vraiment n'existe pas là. Amanda, vous avez travaillé là-dessus, et Nazanin, vous aussi également. Comment est-ce que vous engagez des gens pour permettre qu'il y ait pour qu'il y ait une profonde compréhension donc des raisons même de l'interprétation. Pourquoi ça, quand c'est important, comment est-ce que voilà, je vais laisser la parole à Amanda, prenne la parole d'abord. Je pense que la façon dont nous communiquons avec les législateurs, les concepts que nous voulons qu'ils retiennent, euh, et nous voulons que nous devons les rencontrer là où ils en sont. Et donc, c'est ce que je dis souvent à nos militants. Faites vraiment ça dit bien comprendre le contexte, bien comprendre la personne avec qui vous allez rencontrer, qu'est-ce qu'ils font, par exemple leur domaine, si c'est un domaine agricole représenté par un législateur, alors il faut aborder cela comme en termes d'agriculture, ce qui se passe chez les fermiers dans la localité du législateur, quelles sont les connexions humaines qui doivent être faites pour permettre à ce que les fermiers, à ce que les agriculteurs s'en tirent mieux. La sécurité nationale, par exemple. Donc, quand on parle en termes d'interprétation, quelles sont les conversations interpersonnelles qui se produisent? Donc, il y a également la, 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 donc la connexion culturelle, l'importance de l'interprétation, la traduction, comment communiquer cela aux législateurs, utiliser ce qui se passe dans l'espace qui sont représentés par le législateur, donc, qui compte pour les gens que le législateur représente, les entreprises qui se trouvent dans la circonscription du législateur. Donc, c'est vraiment ce que nos militants doivent faire
Alors, on nous dit, il y a l'IA, pourquoi est-ce que nous avons besoin des interprètes? Nous devons montrer la différence, l'impact de cette connexion interhumaine, donc interpersonnelle également, la compréhension également, en termes de sécurité économique, sociale et même culturelle. Donc, je crois qu'il y a un commentaire dans la boîte de clavardage également qui parle de pourcentage de langue et de communication. Euh, et par rapport aux langues, aux voix, aux gestuels, l'IA n'y est pas encore. Donc, est-ce que vous avez des histoires, de bonnes histoires? Pourquoi cela fait-il une différence? Parce que nous regardons nous faisons à un public international. Ils peuvent se demander des questions, poser des questions. Quelles sont de bonnes histoires qui peuvent vraiment nous permettre de véhiculer ce message? Je vais vous ramener à l'idée de mesurer la réduction de comptes, la responsabilité. Je pense que pour ce qui est de la technologie, il faut pouvoir, pouvoir les KPIs, le rendement, la mesure de rendement. Il faut savoir tirer cela, des comptes, des récits, et suivre la fréquence de l'utilisation, le temps, et tout ce que, et la fréquence de l'utilisation, par exemple, l'IA, l'utilisation de cette technologie, qu'est-ce que ça permet d'obtenir comme données, qu'est-ce qu'on peut mesurer. Donc, et pour ce qui est de l'accès linguistique et de l'accès aux services publics, l'un des défis que nous avons, c'est les compressions budgétaires, les coupes. Alors, ce que je dois dire, les entreprises et les gouvernements sont en train d'utiliser l'IA pour remplacer les, les humains en tant qu'interprètes et traducteurs. Malheureusement, pendant des compressions budgétaires, voilà, les langues deviennent optionnelles et cela augmente la pression. Et quand le gouvernement coupe les services, l'aide linguistique est souvent traitée comme un, euh, comme optionnel. Donc, nous voulons que cela soit plutôt une possibilité, que la technologie permet de tendre des opportunités de linguistes, donc de sensibilité ou alors de fournir beaucoup de langues. Donc, lorsque les institutions, des ministères coupent dans ces services, nous pouvons nous appuyer sur la technologie. Il y a également des cas où l'IA, si l'IA est déployée de façon responsable, on peut l'utiliser comme un remplacement, vous voyez, euh, inaudible. Et, et on l'a perdu. On espère qu'elle va revenir. Oui, c'est très fascinant. Il y avait un commentaire, une question ici tout à l'heure qui portait sur la technologie et le manque de formation sur le modèle de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est vraiment pas la technologie comme outil, mais une technologie qui nous permet de recueillir les données à partager. Alors, qu'est-ce que nous faisons qui marche? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui peut nous permettre de travailler, de mieux travailler? Alors, je peux répondre, mais je voudrais également dire que pour ce qui est de cette question clé, dont l'efficacité, dont un input efficace de formation de formateurs, j'ai participé à beaucoup de campagnes de plaidoyer aux États-Unis, et, en Californie, le projet de loi AB5. Donc, j'ai fait beaucoup de travail dans ce sens et beaucoup de travail de militantisme, de plaidoyer également. Donc, nous devons continuer. Il faut être stratégique, il faut être politique, il faut trouver des alliés clés avec qui nous allons travailler, qui vont amener votre message dans le système. Et si nous avons des récits dans leur circonscription, c'est ça qui va attirer leur attention. Euh, mais je sais que ça varie d'une
d'un endroit à l'autre. Mais il y a beaucoup de façons intéressantes à faire en organisant, passant par la base, et vraiment euh, dans dans les circonscriptions des législateurs, donc la sensibilisation qui cible les communautés, essayer de recueillir des commentaires des communautés d'immigrants, par exemple, donc avoir des gens sur le terrain, aller les rencontrer, et même si on recueille les informations à travers l'IA, il faut vraiment avoir des gens, euh, il faut utiliser la technologie pour amener des gens à donner leur rétroaction. On peut avoir toute la transcription et l'analyser, mais il faut aller sur le terrain, il faut avoir la connexion avec la communauté qui soit authentique et humaine. Et avant d'aller, même de poser des questions aux gens, et surtout dans le climat actuel qui prévaut surtout aux États-Unis, les gens ne vont pas nous parler et il faut vraiment bâtir la confiance pour que les gens vous racontent leur histoire. Et c'est voilà, il faut d'abord ce climat de confiance. Et je suis d'accord avec ce que vous dites, Catherine, le travail que je fais maintenant, même dans les districts scolaires qui sont fédérés, qui sont financés par le fédéral, hein, il y a des subventions scolaires. Il y a il y a des étudiants qui vivent dans des communautés agricoles. Et lorsque je regarde la façon dont ils doivent s'ajuster, les mots qu'ils utilisent, ce qu'ils utilisent pour encourager les gens à demeurer engagés et à trouver des façons d'amener des gens à demeurer en sécurité, surtout dans les milieux linguistiques. Et Nazarene a parlé de la confiance. C'est un concept linguistique. La langue est une source de confiance. Donc, il doit y avoir une connexion. Je pense faut atteindre cette confiance et il faut vraiment, et pour y arriver, il faut vraiment une connexion humaine, un langage humain, et donc des conversations en présentiel avec des gens pour prévenir, pour éviter à ce que des gens mettent leurs informations dans un espace où ils ne font pas confiance. Donc voilà, surtout au vu de ce qui prévaut actuellement aux États-Unis. Un autre aspect, c'est le confort, le réconfort de ne pas comprendre, de ne pas bien comprendre. Je suis polyglotte et j'ai l'habitude bon, et j'entends souvent des gens dire que oui, il y a des lacunes. Nous, en tant que société, nous quittons nos zones de confort. Nous ne voulons pas prendre le risque de faire confiance à d'autres personnes. Et Et voilà, c'est là où se trouve l'authenticité. Donc, nous sommes dans des guerres de messagerie. Et puis, quelles sont les meilleures pratiques que les gens doivent retenir? Qu'est-ce que vous amenez sur la table pour permettre à ces conversations, surtout chez les décideurs, de se sentir engagés je pense que pour ce qui est du point de vue des politiciens, des décideurs, et à différents niveaux, différents paliers de gouvernement, même pour ce qui est des surintendants des écoles en situation communautaire, qu'est-ce que nous faisons pour leur donner le moyen d'expliquer des choses au public plus large avec lequel ils travaillent? Comment investir dans les langues et soutenir les langues dans leur communauté et soutenir l'éducation linguistique. Grec, vous venez de le dire. Les polyglottes ont une capacité à avoir des perspectives dans des situations où ils sont mal à l'aise. Et je crois que c'est cette éducation-là qu'il nous faut. Chaque étudiant aux États-Unis doit apprendre une deuxième langue. C'est ce que, c'est vraiment cela, la citoyenneté mondiale et donc la capacité à travailler, à comprendre d'autres perspectives de par le monde. Donc c'est comme cela. Donc il faut vraiment un modèle éducatif qui permet cela, un modèle éducatif qui regarde la façon dont nous protégeons des gens qui, pour pouvoir s'engager de façon active. Et chaque législateur veut vraiment que tout le monde soit engagé et surtout là où ils veulent faire le travail. En dépit de ce que nous voyons aux États-Unis dans les journaux, dans l'actualité, il y a beaucoup de pression.
Il y a des gens qui se trouvent en situation de privilège, qui peuvent vraiment parler à des gens qui ne sont pas en situation de parler pour eux-mêmes. Et cela, nous savons que les étudiants font face à ce problème. Et je dois dire que ce que nous pouvons faire pour engager les décideurs, c'est d'avoir les voix des étudiants, les étudiants de tout âge, de tous horizons, et des étudiants qui ont vraiment la volonté d'être engagés dans le travail communautaire et dans la société toute entière. Donc, voilà, c'est un peu fou de le dire, hein, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est la façon dont, c'est-à-dire, il faut amener des gens à écouter. Ce sont, ici, ces gens-là, ce sont les futurs votants, électeurs de ces gens qui prennent des décisions aujourd'hui. C'est pour cela que euh, à Washington, nous travaillons pour permettre que de tous les étudiants, que ce soit donc de tout donc, du secondaire et au-delà jusqu'à l'université, nous voulons permettre aux étudiants de dire eux-mêmes ce qui importe pour eux. Et puis, lorsqu'ils font cela, nous voyons des choses innovantes, les choses changent. Et, et ce que nous pourrons faire de façon responsable, c'est déployer différentes voix et permettre que toutes ces voix soient entendues. Je pense que vous avez parlé que nous pouvons faire beaucoup de choses à la fois. Moi, je parle l'anglais, le français, et, moi, chez moi, c'est comme une salade. La tomate, le concombre, donc je ne perds rien. C'est comme ça. Et j'aime l'idée de, d'autonomiser les voix. Donc, c'est pas comme parler à ces gens, donc comment ouvrir les portes pour ces gens pour qu'ils parlent pour eux-mêmes. Et il y a eu des questions et des commentaires. Donc, qu'est-ce que des Je gens voudrais pensent? savoir vos questions, les choses que vous pouvez faire pour aller de l'avant, pour ouvrir les portes. Je vois que Janice a posé plusieurs questions. Janice, pourriez-vous mettre toutes vos questions dans une question ou un point? Et si vous êtes là, on va procéder avec vous. Est-ce que les personnes peuvent illuminer leur caméra? Mais non. Alors, si vous avez des questions, Janice, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à clavardage. Je voudrais aussi entendre les questions d'autres personnes. Nous faisons de la défense. Il y a les pratiques exemplaires. Mais comment nous pouvons vous habiliter? Alors, veuillez contacter Amanda pour voir ce qui se passe à Amanda. Contact MCIS avec l'équipe pour la Coalition pour l'accès linguistique du Canada. Et avec une voix plus haute, nous pouvons aller de l'avant. Je regarde quelques questions et commentaires dans la boîte de clavardage concernant le soutien. Je voudrais mentionner le groupe de travail concernant le IA. Moi, je travaille avec le groupe de travail concernant l'utilisation sécurité de l'IA parce que nous voudrions donner une orientation pratique et éthique pour les personnes qui vont voir la mise en œuvre de l'IA. Donc, nous voudrions avoir une voix concentrée sur l'interprétation pour aller de l'avant parce que la mise en œuvre va aller au-delà des règlements. Donc, cet outil est disponible, pardon, inaudible pour l'interprète. OK, donc, nous avons des personnes qui ont leur micro allumé. Donc, ça s'appelle un groupe de travail sur l'IA sécuritaire en examinant l'IA. Et comme ça, quand vous évaluez un vendeur de l'IA, vous pouvez voir la préparation de votre organisation avec les questions spécifiques qui peuvent pousser contre leur affirmation. Oh oui, ça peut tout faire. Comme ça, ils peuvent répondre aux questions difficiles. Aussi, il y a les questions comment déterminer le risque au sein de votre propre organisation. Quel est le risque de mettre en œuvre l'IA au sein de nos services?
toutes les personnes peuvent comprendre ceci. Il ne faut pas comprendre l'IA pour comprendre comment intégrer ces mesures. Ça s'appelle Safe AI Toolkit. Boîte à outils de l'IA sécuritaire. Alors, je voudrais suggérer ceci comme ressource que nous avons. Et puis, une autre personne a mentionné pourquoi on entraîne pas, pourquoi on forme pas l'IA pour une bonne mise en œuvre éthique de l'IA, pour comprendre le contexte culturel. Ça va être mieux, ça va devenir chaque fois mieux, mais il y a plusieurs discussions et plusieurs formations qui se passent. Par exemple, l'IA ne va pas bien avec l'interprétation consécutive, mais avec l'interprétation euh, simultanée, ça va mieux, mais quand même, il y a des exceptions. Si vous êtes impliqué dans l'accès linguistique ou si vous avez une réponse, comment aborder ces éléments? Euh, il faut parler là-dessus. On ne peut pas empêcher l'utilisation de l'IA. C'est comme les ordinateurs, ça vient. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. On parle des ressources. Y a-t-il une ressource spécifique que vous aimez? Pourriez-vous l'afficher dans la boîte de clavardage? Nous pouvons afficher sur le site web de la Coalition pour l'accès linguistique. Si on parle de ressources, je voudrais partager quelque chose. Nous avons quelques ressources de défense que nous avons sur notre site. Il y a une page de défense à notre site web. Si vous regardez les ressources, nous avons publié deux rapports sur euh, l'éducation linguistique pour l'éducation supérieure et pour les différentes étapes de l'école. Et c'est comment les institutions peuvent accroître leur modèle. Et nous avons aussi une trousse à outils de défense. C'est comme vous pouvez regarder, choisissez votre aventure. Avec qui je veux parler? Et vous pouvez cliquer sur les choses qui vous intéressent. C'est fondé sur les principes, sur les affirmations de can do. Nous pouvons le faire. Alors, je vous encourage de l'utiliser parce que la défense qui fait un impact dépend des données, uniformité et présence et cohérence aussi. C'est ce que nous faisons en tant que défenseurs. C'est ce que Catherine a dit. C'est pas juste sauter pour partager une chose une fois, mais non, il faut avoir une présence cohérente. Oui, nous voudrions rencontrer les législateurs, les parlementaires. Ben oui, mais il faut aussi assurer qu'il y a les informations basées sur les données probantes que vous pouvez partager avec les autres preneurs des décisions pour protéger les personnes. Alors, le défi plus grand aux États-Unis, c'est que nous nous trouvons sur une ligne. On considère la langue, l'éducation comme quelque chose d'extra. Et le Canada a eu une meilleure perspective là-dessus depuis des années. Le multilinguisme et là, ça, c'est une valeur dans l'infrastructure de notre nation et nous ici, on continue de travailler pour défendre ce on lutte là-dessus et nos défenseurs travaillent continuellement là-dessus. Alors, il faut regarder ceci par la lentille de comment articuler les différences. Les trousses à outils que j'ai mentionnées, que Catherine a mentionnées, c'est vraiment utile pour vous aider à développer vos histoires. Oui, avec mon contexte, je vois qu'il faut avoir les récits, mais aussi les données. Il faut les avoir, il faut les partager. Oui, il y avait les éléments mentionnés concernaient les données sécuritaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années? Quels sont les récits spécifiques qui résonnent? Moi, j'adore l'histoire d'un traducteur qui visitait
à un hôpital, pardon, a rendu visite à un membre de leur famille, puis ils ont entendu quelque chose concernant une machine et son belle-fils, elle veut un soin, un certain soin qui était un soin pour fin de vie. Et le traducteur a dit, qui a entendu ceci, a dit, mais non, c'est pas ça. Il y a plusieurs exemples. Alors, moi, j'étais interprète et j'ai sous-entendu une histoire en anglais. C'était, moi, je suis interprète farsi entre l'anglais et farsi et j'ai entendu, j'étais à l'hôpital et j'ai vu qu'un médecin voulait aider un patient qui parlait le punjabi, mais un membre de la famille était là pour faire l'interprétation au lieu d'avoir un service d'interprétation spécifique. Et j'ai entendu le médecin donnant les instructions quand le patient a été libéré, l'utilisation des médicaments, comment ils allaient surveiller les risques. Et le membre de la famille a interprété ceci dans la mauvaise séquence. Alors, je peux comprendre un peu le Punjabi. Alors, je me suis rendu compte que des médicaments, les différentes doses, il y avait une erreur d'interprétation et les actions que cette personne a dû prendre pour les pratiques pour maintenir leur santé étaient interprétées de la mauvaise façon. C'était un des moments où je me suis dit, je ne peux pas, je parle pas cette langue couramment bien. Alors, je ne peux pas confirmer la langue, mais quand même, j'ai dû dire aux fournisseurs de services de santé qu'il y avait peut-être les erreurs d'interprétation. Peut-être vous pouvez euh, appeler appeler un interprète. Et puis, on m'a demandé, le fournisseur de service m'a demandé, est-ce que c'est nécessaire? Et j'ai dit, ben oui, parce que si il faut répéter tout pour s'assurer que la personne bien comprend la situation. Moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui parle la langue spécifiquement, qui comprend les nuances. Et une personne qui est formée dans la terminologie médicale, parce que plus il y a les conventions de noms similaires, mais les composés sont différentes. Alors, quelqu'un qui est un adolescent ou peut-être la fille ou le fils de quelqu'un ne peut pas interpréter ce message. Et aussi, dans la violence intrafamiliale, il y avait une situation, un membre de famille a été là pour interpréter dans cette situation de violence domestique. Chaque fois quand la personne a essayé de révéler leur histoire concernant leur abus ou la maltraitance, le membre de la famille a fait des expressions faciales et, et puis, il y avait les détails qui manquaient. Donc, moi, j'ai dû parler. J'ai dû dire la même chose en farsi, assurer si la victime était d'accord d'avoir le membre de la famille présent. Alors, la victime a pu comprendre que il faut faire il faut faire confiance en l'interprète pour bien comprendre ce qui se passe. Ils vont pas ajouter leur réflexion dans l'interprétation. Ils sont comme un écho de ma voix, juste pour s'assurer qu'on puisse m'écouter de la même façon. Donc, le membre de la famille est sorti de cette discussion et puis il y avait plusieurs détails qui ont été révélés. Alors, oh, oh, il faut parfois, bon, donc, les nuances sont tellement importantes. Vous pouvez être
une personne qui habite ici pendant tout le temps, vous comprenez les deux langues, mais il faut avoir la formation, une formation juridique, une formation médicale. Tout le point pour un interprète. Ils ont ces perceptions, c'est similaire à une praticien médical qui a la formation. Ils vont pas refléter leurs préjugés personnels. Ils vont être la voix de la personne. Il nous reste juste quelques minutes, mais avec la réalité à laquelle nous sommes confrontés, qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines 5 à 10 ans pour ne pas perdre de terrain, pour aller de l'avant avec la reconnaissance de l'interprétation, pas comme quelque chose qui est formidable d'avoir, mais sinon, quelque chose nécessaire. Oh, il y a tellement de choses qui viennent à l'esprit. Il y a trois points principaux. Tout d'abord, il ne faut pas perdre ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Et c'est le cas dans plusieurs endroits, parce que nous avons des vagues de crainte ou les mouvements contre le équité, diversité et inclusion. Dans le monde entier, nous avons eu un gain de connaissance de ce que nous avons fait. Deuxièmement, nous avons une crise réelle dans nos associations professionnelles à l'échelle du pays, surtout avec les interprètes, les traducteurs. Il y a une chute des membres, une chute de l'adhésion, surtout aux États-Unis. Il y a les difficultés pour ces agences pour faire le travail. Il y a un manque de financement. Il y a aussi la pression que l'IA va mettre sur notre industrie. Il faut trouver les manières pour recommencer, pour mettre à jour nos associations professionnelles est important. En bout de ligne, c'est la dernière ligne de défense. La collaboration internationale avec d'autres associations. Ah oui, parce que pour moi, c'est un signe, euh, parce que nous savons que l'IA va trouver, on va utiliser l'IA à remplacer les interprètes. Donc, on va perdre beaucoup de programmes aux États-Unis. Donc, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de pression. Et, donc, ne pas perdre de vue, ne pas perdre ce que nous avons déjà fait. Nous devons continuer à renforcer les organisations que nous avons en place déjà et continuer également à faire le plaidoyer de façon dont renforcer le plaidoyer et essayer de d'élargir donc nos efforts et puis voilà, je crois que c'est comme cela qu'il faut voir la chose. Au Canada, nous avons vu un site web qui avait des informations. On a depuis lors perdu ce site web, mais il y avait quelqu'un qui avait quand même enregistré ces informations avant que le site web ne soit enlevé. Et comment est-ce que nous pouvons nous assurer que nous ne perdons pas ce que nous avons déjà fait? Donc, la coalition linguistique que nous avons formée aux États-Unis, euh, et donc, voilà, nous avons créé un site web pour cette organisation. Et d'abord, la première chose que nous avons fait, c'était d'abord d'archiver toutes les législations, toutes les lois américaines fédérales relatives à la langue. Donc, il faut continuer à maintenir ces ressources. Nous avons la technologie. Utilisons la technologie à notre avantage, comme on le disait tantôt, et essayer d'archiver ces ressources. Ah oui, c'est formidable. Amanda, vous avez des réflexions là-dessus? Je pense que oui, je suis d'accord. Nous faisons la même chose. Nous archivons.
les ressources, nous assurons que ces ressources sont disponibles. euh, et nous essayons également de documenter les choses dont les gens ont besoin, nous assurer également que les modèles qui ont été créés, euh, que ces modèles-là euh, soient protégés. C'est ce genre de militantisme que nous devons faire. Pas seulement ce que nous devons faire maintenant lorsqu'il y a un problème, mais nous devons être proactifs. Donc, c'est vous. Vous devez être donc ceux qui jouent de garde-fou pour protéger les ressources, le financement, les politiques, les lois qui existent. Donc, pour nous, il faut traiter l'éducation linguistique comme une ressource nationale et comme une partie de l'infrastructure nationale pour tous les étudiants et montrer vraiment cette importance et bâtir une main-d'œuvre multilingue qui va permettre de comprendre l'impératif économique de la langue, y compris, c'est-à-dire en plus de l'impératif social. Je ne sais pas si il faut passer à la mot de la fin, au mot de la fin, mais je crois que cette conversation a été formidable. Voilà. Je pense que nous avons une annonce à laquelle nous voulons passer. Je dois dire que nous allons bientôt clore nos conversations, mais il y a, donc, vous pouvez continuer à communiquer avec des gens, avec ces gens, Amanda, et demander, poser là vos questions, demandez-leur des choses dont vous avez besoin, des ressources. Donc, continuez la conversation. Avant qu'on ne clore ces conversations, si vous continuez à utiliser le clavardage, je- j'ai une dernière question. Qu'est-ce que les gens doivent continuer à faire après cette conversation? Quelle action est-ce qu'ils doivent continuer à mener pour faire évoluer les choses? Donc, on passe à Amanda, Catherine, Amanda et Zanine. Vous êtes en sourdine. Désolé, je crois que ça dépend du rôle que nous avons. Il faut juste être informé. Ça ne veut pas dire que euh, si vous êtes sur LinkedIn, vous faites partie d'une association professionnelle, des notifications Google, donc il faut juste être attentif. Euh, donc, si vous êtes interprète en milieu de santé, il faut, il faut juste avoir une vision, c'est-à-dire écouter ce qui se passe ailleurs, en dehors, au-delà même de votre domaine. Donc, nous ne pouvons pas parler à partir de l'ignorance. Donc, nous devons avoir donc, si vous n'avez pas encore utilisé l'IA, allez-y, allez l'utiliser. Voilà, utilise-le à traduire, faites-le interpréter pour vous. Et voilà, c'est un outil. Il faut aller vous amuser avec. Hein. Donc, Amanda, oui, je pense que ce que nous pourrons faire, c'est d'avoir un inventaire des gens que vous connaissez, qu'est-ce qu'ils font, parce que ce sont ces gens-là qui seront des personnes ressources importantes, qui seront des conduits, des informations que vous voulez véhiculer. Donc, des gens que vous connaissiez, même au secondaire, des gens. Cette personne-là est peut-être un journaliste maintenant. Et cette personne-là occupe un rôle maintenant. Donc, il faut prêcher hors de vos cohortes. Donc, euh, euh, maintenant, il faut ce que vous voulez faire c'est vraiment de bien connaître des gens qui peuvent vous aider dans différents domaines. Parce que nous savons que la langue est vraiment un pouvoir, il faut la protéger si on prête attention à ce qui se passe. Donc, des les nouvelles, abonnez-vous, avoir des sphères d'influence, comprendre l'importance de l'accès aux langues du multilinguisme. Et voilà, regardez la langue, la façon dont les langues aident les gens à se faire voir. Voilà, et donc, allez rencontrer des gens et bien les faire leur connaissance et les comprendre. Donc, élargir vos réseaux.
Zanine. Et je dois juste ajouter que l'IA est au centre de tout, mais je crois que nous, les humains, nous avons encore un rôle très important à jouer. L'IA n'est pas la prochaine meilleure chose. Je crois, ce sont les humains. Donc, j'encourage tout le monde à voir dans quelle mesure l'IA peut leur permettre de bien travailler, de bien faire leur travail au quotidien. Donc, pour ce qui est du plaidoyer linguistique, la mise en œuvre est très importante, bien au-delà des politiques. Donc, si vous êtes dans l'industrie, si vous êtes dans une industrie, je vous encourage à regarder donc à regarder le processus, essayer d'aller utiliser les services, porter plainte, voir s'il y a des lacunes pour ce qui est de l'accès linguistique. Si vous êtes si vous faites partie de l'industrie, vous utilisez les outils l'IA donc pour avoir des flux de travail automatisés. Donc il faut vous assurer qu'il y ait une reddition de compte pour ce qui est des résultats, surtout en ce qui concerne l'accès aux langues. Donc s'il y a une supervision humaine qui fait partie de votre travail, quels sont les enjeux dans ce contexte-là et quelles sont certaines informations qui, que vous ne recueillez pas et de façon préjudiciale de vos consommateurs. Si il n'y a pas d'humain, n'est-ce pas, qui fait partie de la boucle. Donc, je voudrais remercier tous nos panélistes. Vous avez été formidables. Je voudrais également remercier le public parce que vous avez fourni de très bonnes informations également. Donc, une communauté très puissante. J'espère que nous allons rester en contact après cette conversation. Avant que je ne vous présente quelqu'un de très important, un autre très important. Donc, il y aura une vidéo et après, voilà, et ça sera la fin. Donc, sur ce, donc, il y aura une vidéo. Clear communication should never be a Une barrier. communication claire ne devrait Language is jamais inaccessible. constituer un obstacle. Opportunities and rights. Lorsque la langue MCIS is a n'est pas Canadian accessible, nonprofit les social opportunités et les enterprise droits powering sont clear, compromis. professional, and inclusive MCIS est une communication. entreprise sociale canadienne à but non Supporting lucratif qui communities favorise through une communication communities and claire, empowering professionnelle et communication inclusive. across sectors. Nous soulignons les Clear communautés communication, en améliorant real l'accès impact. et en renforçant la Professional communication dans language tous les services, secteurs. Une delivering communication communication claire, in more than 300 un impact languages. réel, des services linguistiques professionnels We assurant uphold the la human right to be communication dans plus de informed, 300 heard, langues. Nous and défendons understood. le droit humain d'être informé, entendu et compris. Alors, il y a quelques notes des différents endroits où vous pouvez des coordonnées. Maintenant, j'ai l'honneur euh, de, de présenter Lata Soutmore, qui est le directeur des solutions de langue. Il a une annonce. Alors, merci à tout le monde de vous être joints à nous. Merci à vous de vous être joints à nous. Alors, je voudrais euh, remercier tous nos panélistes pour la profondeur de ces conversations. Les conversations d'aujourd'hui, vous avez montré comment l'accès à la langue n'est pas seulement une impérative économique, que ces langues sont importantes dans tous les secteurs, l'éducation, la santé, les services sociaux et légaux et juridiques, même dans cette contexte où les langues sont ciblées avec des coupes et au programme de langue, surtout au sud de la frontière, c'est ça. Nous avons été très voilà. Merci Catherine pour ce que vous avez dit par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. J'ai vraiment aimé le fait que vous voyez, que vous entrevoyez des opportunités, de possibilités donc, nous devons continuer à travailler, trouver des champions, travailler de façon stratégique, trouver des champions au niveau local et parler à toute personne avec qui nous pouvons parler. Amanda, le travail que vous avez parlé, ça m'a vraiment intéressé.
Merci pour le travail mobilisateur que vous faites, le travail qui consiste à trouver de meilleures pratiques, à trouver des gens dont apprendre à communiquer avec les décideurs politiques. Vous et Catherine, vous avez parlé, euh, vous avez donné des exemples réels, concrets de l'accès, de ce qui se passe lorsque l'accès linguistique est mis à rude épreuve. Nazarene a parlé également de la nécessité de rendre opérationnel donc, la confiance publique, de convaincre les politiques. Ce sont des idées excellentes dont de mesurer la responsabilité, la responsabilisation avec les IPC, les KPI. Donc, pour ce qui est des mesures, donc, je pense que ça a été une très bonne conversation. Merci à vous tous d'avoir été généreux avec votre temps et d'avoir créé également partagé de ressources, y compris la ressource sur laquelle Catherine a parlé, a présenté. Craig, merci pour cette excellente présentation. Et voilà, vous êtes toujours formidable dans votre présentation. Donc, nous, chez MCIS, nous sommes toujours fiers d'être commanditaires de cette coalition parce que ça, c'est vraiment préalable à l'équité, à la dignité et à la participation significative à la société. Et comme nous avons entendu, et Amanda surtout l'a dit, nous devons créer la confiance. Catherine a dit également, nous ne devons pas perdre de vue ou alors perdre ce que nous avons gagné jusqu'ici. Nazarene a également parlé d'aller utiliser les services et de voir où se trouvent les lacunes. Je voudrais également parler d'une micro-subvention que MCAS met sur pied pour soutenir des initiatives menées par les communautés. Je voudrais également exprimer une immense gratitude à Olivia Chow, maire de Toronto, qui a fait la journée du 23 février 2026, la journée de la défense des langues. Cette proclamation affirme un principe très puissant. Les services devraient pas être limités du fait de la langue, des langues. Donc, l'inclusion est très importante et très important dans la mesure où il y va de la sécurité publique. Nous en sommes très, très enthousiastes. Au cours des dernières années, des 6 dernières années, des 2 dernières années, MCIS a soutenu 6 programmes de micro-subventions linguistiques en 2025. Les lauréats comprenaient Reception House, Waterloo Region, Skills Speak, Voices et c'était un outil de formation linguistique alimenté par l'IA à $10 000, un programme, un outil de formation linguistique qui soutient les réfugiés. Il y a également eu Christina Raymond qui a travaillé sur un programme d'immersion en français. Elle a reçu une subvention de $5 000 à un programme de promotion de l'équité, à des stratégies éducatives fondées sur des données probantes. Et Niton Tan a également travaillé sur, donc c'est le open source body inaudible pour l'interprète. Il s'agissait d'une intervention de $5 000 pour la revitalisation de langue, une initiative communautaire de revitalisation des langues autochtones. Donc, sur ce, je suis heureuse d'annoncer le prochain cycle de financement, donc de micro-subventions, dont cela est ouvert et vous voyez à l'écran. Nous attendons donc avec impatience de voir, de pouvoir continuer. Donc, MCAS va continuer à soutenir des initiatives communautaires dans les années à venir. Merci beaucoup et à vous la parole, Greg. Grec, autant pour moi. Voilà, je suis de retour. Ah oui, voilà, je suis de retour. Merci. Je pense que c'est la fin de notre programme. Est-ce qu'il y a encore du temps pour autre chose? Je pense que nous voudrions juste remercier les gens. Nous voulons juste exprimer notre reconnaissance
alias Selena, l'équipe de l'événement, euh, tout le monde, Selena, Ami, Nicole, Bronnie, nos interprètes, Francis, Eugène, les interprètes ASL Christina et Pamela, l'interprète LCQ Rashwan également. Et finalement, nous voulons remercier tout le monde qui a pris part à cette conversation. Donc, nous remercions nos panélistes, MCAS également pour ce travail formidable. Et ça a été formidable d'avoir une telle diversité à travers le monde. Donc, nous vous remercions pour ce que vous avez fait, également pour ce que nous allons continuer à faire ensemble. Alors, prochaines étapes, qu'est-ce que nous allons continuer à faire pour ceux qui sont, ceux d'entre vous qui sont au Canada? Si vous voulez parler à vos députés, il y a un lien que nous allons vous fournir. Donc, vous pouvez vous en servir pour les contacter, euh, donc pour les envoyer des tweets, donc envoyer. Le moment, c'est vraiment un moment idoine de contacter à nos députés et leur faire en sorte de comprendre que l'équité commence par la compréhension. Et si vous voulez également être en contact avec nous, nous avons une lettre, un bulletin de l'aide, un bulletin d'information. Le lien est également dans le clavardage. Il y a des initiatives également de la coalition. Nous avons également un programme unique, un programme nous avons un groupe de travail également sur l'interprétation et sur les solutions d'interprétation de l'IA. Euh, et vous pouvez également vous connecter avec les organisations telles que Amnesty International, Traducteurs sans frontières. Et voilà, nous vous remercions vous tous aujourd'hui pour ce que vous avez fait. Merci d'être venus et merci d'avoir fait de la langue.